Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David. Les vraies voix de la présidentielle avec Julien Audoul, porte-parole de Marine Le Pen, et Léon Desfontaines, porte-parole de Fabien Roussel. Pour la première fois, la politique internationale va peser lourd et même probablement très lourd dans une campagne présidentielle, vu la situation en Ukraine. On en parlait il y a quelques instants avec le général Jean-Marc Maril. On va donc faire un tour des principaux points de politique étrangère. Alors là, c'est des points plutôt dans le monde, un peu partout, avec nos invités. Je ne sais plus qui avait commencé le premier débat. C'était... Je sais plus. Je crois que c'est moi. C'était moi le premier débat. Bon, alors, on va commencer avec Léon Desfontaines. On va parler Europe, et notamment Europe de la défense. On a entendu que l'Allemagne allait mettre 100 milliards, c'est colossal, hein, ça fait 25 porte-avions Charles de Gaulle dans sa défense, elle dépensait plus pendant des années. Quelle est la vision de Fabien Roussel et du Parti communiste, notamment sur l'Europe et l'Europe de la défense? Vous voulez commencer par l'Europe, l'Union européenne, ou parler d'Europe de la défense? Non, allons-y sur l'Europe de la défense. Eh bien, c'est parti. Bon, déjà, par rapport à ce qui se passe en Allemagne, la remilitarisation de l'Allemagne, moi je pense qu'on va ce vers quoi il ne fallait surtout pas aller, ce qu'on dénonce depuis un certain moment. C'est une décision historique pour l'Allemagne. Et je citerai un ancien chancelier, alors je sais plus le nom, je crois que c'était Scholz, je sais plus qui disait. Ah non, Scholz, il est chancelier en ce moment. Pas Scholz, bon, Kohl. Oui, c'était peut-être Kohl, mais je sais plus lequel, donc je vais pas le citer, mais un ancien chancelier allemand disait qu'il préférait passer des centaines d'heures à débattre plutôt que de dépenser de l'argent dans des armes et rentrer en guerre. Et alors, excusez-moi, je me demande si c'était pas Helmut Schmidt. C'était Helmut Schmidt, exact, c'est bon. On me l'a sorti tout à l'heure. C'est une citation, quand il était chancelier, il a quitté la chancellerie en 1982. Exact. Vous êtes pardonné, vous n'étiez pas né. Non, je vous laisse continuer. Non, mais c'est ça, c'est un peu compliqué. C'est une citation de Schmitt, c'est pour ça. Et je pense que c'était une doctrine qui devrait être celle qui anime aujourd'hui l'ensemble des pays européens, et encore plus dans le débat de cette Europe de la défense. Jusqu'où allons-nous aller? L'enjeu aujourd'hui, c'est la désescalade, c'est la paix. Et aujourd'hui, nous, on préfère dire qu'il faut organiser une grande conférence avec les 40 pays, avec aussi, ça veut dire les 40 pays de l'Europe, non pas l'Union européenne, mais de l'Europe. Ça veut dire y compris la Biélorussie, y compris la Russie. Alors ça veut dire on va pas faire... Y compris évidemment l'Ukraine. Et bien évidemment, y compris l'Ukraine. Passer des centaines d'heures s'il le faut à débattre pour trouver une voie de paix, pour trouver une voie de désescalade. C'est important, c'est essentiel. Et en attendant, tant que nous n'avons pas de couvre-feu, parce que bien évidemment, une des prérogatives, c'est d'avoir un couvre-feu pour engager la diplomatie. Un cessez-le-feu, excusez-moi. Le couvre-feu, c'était pendant le Covid. Mais on a été imbibé depuis 2 ans. On est formaté. Il faut mettre en place des sanctions telles qu'on le fait aujourd'hui à l'échelle européenne contre Vladimir Poutine, contre le régime russe, et aller encore plus fortement sur ces sanctions, et ça, on n'a aucun problème avec ça. Sur l'Europe de la défense, le réarmement de l'Allemagne, etc., vous êtes d'accord avec Léon Desfontaines, ça bouscule beaucoup de choses? Oui, ce que l'on constate, c'est que cette crise est aujourd'hui le prétexte pour tous les fédéralistes fanatiques d'avancer leur agenda. Et leur agenda, c'est quoi? C'est effectivement de supprimer, ou en tout cas d'émietter les souverainetés nationales, d'avancer la chimère absolue que constitue l'armée européenne, la défense européenne. Je rappelle qu'il ne peut pas y avoir d'armée européenne. Pourquoi? Parce qu'une armée, ça doit avoir un chef. Un pouvoir de décision. Il n'y en a pas 27. Voilà. Et les intérêts européens, des nations européennes, sont quelquefois divergents. Donc, comment on ferait avec une armée européenne? Il faut que l'armée reste de l'apanage de l'État et de la nation. Et puis, il y a effectivement la tentation aussi d'étendre l'Union européenne, ce qui serait préjudiciable pour la paix. On voit que la Géorgie donc, a déposé dans la précipitation sa demande d'adhésion à l'Union européenne, ce qui serait intolérable pour la Russie. Et nous le savons. Et nous le savons parce que ce qui a généré, il faut faire un petit peu d'histoire, parce que je sais qu'aujourd'hui on est dans l'immédiateté et que pour certains Vladimir Poutine est le diable absolu. Il s'est d'ailleurs diabolisé en envahissant de manière injustifiée et injustifiable l'Ukraine. Mais il faut revenir un petit peu aussi sur ce qui a généré, sur ce qui a alimenté cette situation. C'est notamment l'extension de l'OTAN, c'est notamment les tentations de l'OTAN, notamment en 2008, d'intégrer la Géorgie, ce qui était un casus belli pour la Russie, et de faire aussi de l'Ukraine une puissance otanienne, ce qui était aussi un point de non-retour pour la Russie. Donc il faut évidemment amorcer la désescalade. La désescalade, ça passe par la négociation, ça passe pas par l'otanisation de l'Europe. Et on voit qu'il y a la tentation, notamment, j'ai entendu Valérie Pécresse aussi, qui est totalement dans la ligne atlantiste, de
l'armée européenne, donc c'est-à-dire la perte de souveraineté pour la France, et de se ranger sous le parapluie de l'OTAN. Moi, je considère que la France, compte tenu de son statut, compte tenu de son histoire et compte tenu de sa puissance, doit rester une armée souveraine, doit garder une diplomatie souveraine. Et malheureusement, depuis 2009, depuis la réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN sous Nicolas Sarkozy, on a perdu beaucoup d'indépendance. Vous êtes pour une armée européenne, Léon Desfontaines ? Non, moi j'y suis défavorable. Juste, je me permets de réagir sur ce qui a été dit précédemment. Il y a eu beaucoup d'interventions, notamment de la part de l'extrême droite, du camp de Zemmour ou du camp de Marine Le Pen, pour chercher à expliquer ce qui s'est passé, pourquoi Poutine a été poussé à envahir, etc. Comme si l'heure était à l'explication de comprendre pourquoi Poutine fait ça. L'heure doit être tout de suite à la désescalade et à dire il faut arrêter que les bombes pleuvent. L'urgence, c'est ça. Ce n'est pas chercher à expliquer, comprendre du pourquoi, du comment. C'est dire qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des sanctions très fortes à l'encontre du régime de Poutine, qui est un régime de droite, qui a en effet aujourd'hui distillé, qui travaille avec l'extrême droite, qui travaille avec l'extrême droite, y compris en France. C'est un crime, par contre, d'envahir un pays, d'envahir l'Ukraine. Et on voit à quel point il a peu de respect pour le droit international. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce droit international qui doit primer. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de respect, c'est les sanctions. On cherchera à comprendre plus tard. Non, on va être très clair. Marine Le Pen, le Rassemblement national a condamné immédiatement, de la manière la plus ferme, l'invasion de l'Ukraine, la violation de la souveraineté territoriale de l'Ukraine, ce qui est injustifié et injustifiable. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'être dans la surenchère. Vladimir Poutine s'est diabolisé en opérant donc cette invasion. Donc c'est très clair. Il faut évidemment qu'il y ait des sanctions, avec la nuance de faire attention que ces sanctions ne reviennent pas en boomerang sur le peuple français et notamment sur les catégories les plus populaires, avec la hausse des énergies. Donc il y a une ligne de crête, hein, si je puis dire. Si les sanctions fragilisent davantage les Français que Vladimir Poutine, ça n'a aucun sens. Je pense que les sanctions contre les oligarques sont très pertinentes. Elles fragilisent l'entourage de Vladimir Poutine. Et je pense que de continuer la négociation, de continuer d'entretenir des communications comme le fait Emmanuel Macron, et je pense qu'il faut rendre à Emmanuel Macron ce point-là, je pense que c'est une bonne chose. Il faut continuer à entretenir le dialogue pour qu'il y ait cette négociation, cette grande conférence internationale que Marine Le Pen appelle de ses voeux, avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Ukraine, avec les pays limitrophes, la Roumanie, la Hongrie, et puis la Pologne, l'Allemagne également, pour permettre une sortie de crise. Mais la sortie de crise, elle passera aussi par des explications. Parce que, je veux dire, évidemment que l'urgence, là, pour qu'il y ait des négociations, c'est que les Russes foutent le camp. C'est que les combats s'arrêtent, c'est que les armes se posent et que les Russes foutent le camp. Mais ensuite, il y a une raison historique à cela. Il y a depuis des années, il faut bien le dire, même si ça ne justifie rien, ça n'explique rien, on ne peut pas mettre sur le même plan, de la part des États-Unis, il y a une volonté d'étendre leur emprise, ce qui a été inconcevable pour les Russes, qui ont prévenu. Alors, encore une fois, ça ne justifie pas l'attaque, mais je pense que pour éviter de répéter les mêmes erreurs, le fait d'intégrer la Géorgie dans l'Union européenne serait une grave faute. Le fait d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN serait aussi un couteau contre le ventre de la Russie, ce qui serait inacceptable et qui finalement engendrerait des crises futures. Je voudrais vous poser 2 questions à tous les deux avant de faire une petite pause. Certains hommes politiques allemands demandent depuis des années que la France laisse son siège à l'ONU de membre permanent du Conseil de sécurité à l'Union européenne. Est-ce que vous y êtes favorable, Léon Desfontaines ? Non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance européenne à proprement parler, donc ça n'aurait pas de sens. La réalité, ce que veulent les Allemands derrière, c'est pouvoir partager ce poste de sécurité, ce membre permanent à l'ONU avec la France. La réalité, c'est que c'est ce qui est proposé derrière. Moi, je n'y suis personnellement pas favorable. Julien Audoul. Alors, défavorable à 2000%. Et d'ailleurs, ça avait été relayé aussi par certains membres de la majorité macroniste, hein, les plus européistes, les plus fanatiques, qui se réjouissaient soit d'un partage avec l'Allemagne, soit d'un partage avec l'Union européenne, ce qui revient à peu près à la même chose, hein, parce que l'Union européenne, c'est l'Allemagne, on ne va pas se mentir. Non, ce siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, il a été gagné chèrement
notamment par le général de Gaulle, qui a remis la France à la table des puissances vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Il a été payé du sang des soldats français. C'est ce qui constitue notre puissance dans le monde, ce qui fait aussi qu'on est une grande puissance mondiale. Il faut le garder, le préserver, je dirais. Et surtout, il faut éviter, et là je suis d'accord, il faut éviter à tout prix la remilitarisation de l'Allemagne. L'Allemagne est une puissance concurrente, elle l'a toujours été. Aujourd'hui, c'est une puissance concurrente d'un point de vue économique qui fragilise aussi beaucoup la France et les Français parce qu'elle garantit uniquement ses intérêts. Quand la France, malheureusement, et les gouvernements français ont tendance à plus penser aux intérêts allemands qu'aux intérêts français. Je pense qu'une armée allemande renforcée, une remilitarisation des esprits en Allemagne serait inquiétante pour la stabilité en Europe. Et sur l'OTAN, est-ce que vous êtes pour le maintien dans le commandement intégré de l'OTAN, où Nicolas Sarkozy nous a remis en 2009, après que le général de Gaulle nous en est sorti en 1966, une sortie de l'OTAN ou un statu quo, Léon Desfontaines? Deux choses. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout de suite, ce n'est clairement pas la priorité. En revanche, bien évidemment, il faut une sortie de la France de l'OTAN à terme. C'est une organisation guerrière qui aurait engagé la France, notamment en Irak, avec toutes les catastrophes que ça aurait posées. Heureusement qu'en 2003, nous n'y étions pas. C'était Jacques Chirac qui était président. Et c'était Chirac qui était président à l'époque, et nous l'avions soutenu d'ailleurs sur la non-intervention de la France. Julien Audoul sur l'OTAN. Marine Le Pen souhaite la sortie du commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire revenir sur la décision funeste de Nicolas Sarkozy de 2009, qui nous a remis sous giron américain et donc dépendant d'un état-major américain et d'une coalition. On avait une voix singulière qui portait, et notamment pendant la crise irakienne de 2003, on était dans l'OTAN mais pas dans le commandement intégré. Et rappelez-vous l'axe de la paix qui à l'époque était Paris, Berlin, Moscou, avec Vladimir Poutine à l'époque. Et Gerhard Schröder en Allemagne. Et Gerhard Schröder en Allemagne, exactement, qui avait permis, si ce n'est d'éviter le conflit, en tout cas d'éveiller les consciences et de prévenir sur ce qui allait se passer. Donc il faut retrouver évidemment une voix singulière et indépendante. J'ajoute que Emmanuel Macron a aussi, vis-à-vis de Vladimir Poutine, peut-être eu peu de crédit, parce qu'il était à la fois le représentant de l'Union européenne et le représentant de l'OTAN. Voilà, ce serait bien que le président de la République futur, soit, en tout cas la présidente de la République, j'espère, soit la porte-parole uniquement des intérêts de la diplomatie française. Les vraies voix de la présidentielle, on parle de politique internationale avec Léon Desfontaines et Julien Audoul, et tout de suite on va parler évidemment, parce qu'on a des troupes là-bas, du Sahel et de l'Afrique. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David. Les vraies voix de la présidentielle avec Julien Audoul, porte-parole de Marine Le Pen, et Léon Desfontaines, porte-parole de Fabien Roussel. On a parlé de l'Europe de la défense, de l'OTAN, on va parler du Sahel et de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez, Julien Audoul? On va commencer avec vous, ce coup-là. Le retrait de l'armée française du Mali. Comment est-ce que vous analysez la situation au Sahel, où on est un peu en train de se faire mettre dehors par Wagner, qui est une milice russe avec le soutien du Kremlin, ça personne n'en doute. Comment est-ce que vous analysez la politique que doit avoir la France au Sahel pour lutter contre le djihadisme? On s'est fait mettre dehors aussi par le gouvernement, enfin la junte malienne, qui a viré notre ambassadeur comme un vulgaire clandestin. On a été humiliés dans ce dossier-là, il faut bien le dire, avec une réponse stupéfiante de la diplomatie française de M. Le Drian. Et je prends note. Vous avez le représentant de la France, donc qui s'est fait virer du Mali, alors que nous avons sacrifié, il faut bien le dire, depuis 2013, 58 de nos fils, 58 soldats qui sont morts pour préserver le Mali du djihadisme, pour la souveraineté du Mali. Ce que j'observe aussi, si vous me permettez le parallèle avec la crise ukrainienne, j'ai vu un certain nombre d'immigrés ukrainiens en France vouloir repartir en Ukraine se battre très courageusement, d'ailleurs même des personnes âgées, vouloir sauver leur pays, vouloir reprendre les armes et partir en Ukraine. J'aurais aimé aussi qu'il y ait beaucoup d'immigrés maliens qui repartent se battre au Mali à la place de nos fils. Voilà. J'en ai pas vu beaucoup malheureusement. La France a été en première ligne dès 2013 et l'intervention de François Hollande, nous l'avions saluée à l'époque. Par la suite, malheureusement, ça a été une succession de déconvenus. On a bien vu d'ailleurs que l'Union européenne ne nous soutenait pas.
C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'armée européenne, de défense européenne. Là, pour le coup, nous étions seuls. Nous avons préservé la sécurité du continent européen, du djihadisme international, de l'avancée de l'islamisme conquérant. Seuls. Nous avons été extrêmement seuls. Donc là, je veux dire, ça aurait été bien que l'Union européenne aussi mette un petit peu du sien pour aider la France dans ce combat-là. Alors maintenant, l'urgence, c'est évidemment de mettre nos soldats en sécurité. Voilà, parce que l'urgence pour nos soldats, pour notre armée, c'est pas l'Ukraine où nous ne sommes pas engagés. Je rappelle que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, même s'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de contagion et de surenchère. L'urgence aujourd'hui pour nous, là où nous sommes engagés, c'est effectivement de protéger nos soldats au Sahel. Léon Desfontaines, sur l'intervention au Sahel, qui est commencée depuis 9 ans, c'était janvier 2013. Mais le bilan est aujourd'hui catastrophique. Enfin, je veux dire, même si à l'époque on est intervenu, il fallait intervenir. Les forces djihadistes avançaient rapidement sur Bamako, elles avaient même sur pris la capitale, Tombouctou. et elles avaient pris Tombouctou. Et moi, je me rappelle très bien des jours qui s'enchaînaient. Où on se demandait jusqu'où ils allaient aller. Pour autant, on y est depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis 9 ans, et on voit que la situation, par contre, elle est au mieux, elle est restée pareille. Au pire, elle s'est aggravée sur certains aspects, tout ça en sacrifiant une partie de nos militaires qui sont en effet morts dans des conditions tragiques bien souvent, une 54, c'est 58. 58, et tout ça pour un bilan qui est au final nul. Non seulement nul, mais en plus nos relations se sont bien aggravées, détériorées avec le Mali avant que la junte militaire arrive au pouvoir, et qui aujourd'hui est tout aussi catastrophique. Donc l'enjeu aujourd'hui du départ des forces, des troupes françaises, c'est comment on arrive à ne pas déstabiliser encore un peu plus la zone, comment d'une part on arrive en effet à partir en sécurité, et d'une autre comment on ne vient pas aggraver encore un peu plus la situation. Justement, est-ce qu'on n'est pas dans un double problème? C'est pile je perds, face tu gagnes, parce que soit on part et la situation va être encore plus déstabilisante, comme vous l'avez dit, et soit on reste, et 9 ans après, les choses ne se sont pas fondamentalement améliorées. Et le souci, c'est que la France, depuis qu'elle est au Mali, elle intervient beaucoup trop de façon unilatérale. Or, il aurait fallu travailler justement avec les pays limitrophes, avec l'ensemble des pays d'Afrique. On l'a fait avec le G5 Sahel. Et ça allait dans le bon sens, et il faut aujourd'hui regarder comment il y a un travail qui est fait par les pays sur place pour permettre justement de lutter contre l'avancée des forces djihadistes dans leur pays. Et selon moi, ça devrait être aujourd'hui l'urgence. Au final, le bilan est catastrophique. La situation est aujourd'hui catastrophique. On part dans des situations catastrophiques, et on a des cas qui n'est pas sans aucune comparaison, enfin toute chose égale par ailleurs, mais qui n'est pas sans rappeler en tout cas ce qui s'est passé en Afghanistan avec le retrait des troupes américaines. Julien Audoul, il nous reste à peine 1 minute. C'est vrai que c'est un cruel dilemme, c'est la quadrature du cercle. On se retire, ça déstabilise encore plus la région, et on n'y arrive pas au bout de 9 ans. Oui, je pense qu'il faut qu'on ait des garanties pour la sécurité de la zone et pour notre sécurité, parce que ce qui se passe au Mali, effectivement, on se rappelle de 2013, qui allait se constituer, c'était un califat qui allait servir de rampe de lancement pour nous frapper en France et en Europe. Il faut aussi apprendre de nos erreurs. Ce qui s'est passé en 2013, c'est lié aussi à l'intervention lamentable, condamnable en Libye de Nicolas Sarkozy en 2011, qui a totalement fait sauter le verrou libyen, et ce qui a disséminé les djihadistes, et qui ont ensuite, je dirais, œuvré malheureusement et sauvagement dans le Sahel. Donc il faut apprendre aussi de ces erreurs-là, et il faut déjà assurer la sécurité de nos soldats, et puis ensuite qu'il y ait une solution pérenne en s'appuyant sur les États voisins, avec des partenariats renforcés pour permettre notre sécurité. Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps de parler de la francophonie, mais on y reviendra probablement un de ces jours. Verdict sur Twitter, politique internationale. En quel candidat avez-vous le plus confiance? Vous êtes 23,4% à dire Marine Le Pen, 4,1% Fabien Roussel et 72,5% un autre candidat.